Je me lève prépa mentale, je vis prépa mentale, je dors prépa mentale, c'est mon quotidien, c'est ma passion. Bien sûr que je suis le meilleur. C'est physique, je suis cuit. Si t'as pas envie d'échouer, tu bosses pas avec moi déjà. Qu'est-ce que la prépa mentale pour toi? Dans la vie, il y a les gens qui parlent et il y a les gens qui font. À partir du moment où tu fais, tu te donnes aussi le droit de pouvoir parler. Il y a des moods à l'étranger où quand on dit je suis le meilleur et je veux être le meilleur, on dit j'adore ça. Encore, va chercher 10 secondes. Oh, il est à l'aise. Oh, il est à l'aise. Oh, j'aime bien. Et oui, des fois, ça a été dur. Oui, des fois, tu prends des stops. Oui, des fois, tu te remets en question et tous les jours, tu te remets en question. Mais ne rien lâcher, pas sur 5 mois, pas sur 6 mois, sur 6 ans, sur 8 ans, maintenir ton travail. En mettant les résultats de côté, là, ça va venir. Qu'est-ce que tu vas dire à une personne qui y croit pas du tout? Je m'impose à moi-même ce que j'impose aux athlètes. Comment tu quantifies les résultats et la progression d'un athlète, tu vois? Cliché de prépa mentale, j'ai fait 2 exercices de respi, je stresse plus. C'est faux. Moi, il me faut un profil d'un gars qui est motivé et qui a envie de bosser. Comment tu surmontes la peur de l'échec? Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de VMA Podcast. Très heureux de vous retrouver. Avant de vous présenter le guest du jour, continuez de donner de la force pour nous aider à développer le podcast, les commentaires, les partages, les j'aime. Ça nous fait plaisir et ça nous permet de nous développer. Épisode particulier parce qu'on ne reçoit pas un athlète, enfin c'est un athlète, Un petit peu, je l'attaque dès le début. Préparateur mental et cognitif. Ça va vraiment être un épisode très excitant pour moi à faire, pas mal de sujets à développer. On se côtoie depuis pas longtemps, c'est un plaisir de le recevoir. Nicolas Lecoq, bienvenue sur VMA Podcast. Nico, ça fait plaisir d'être ici sur le podcast. Plaisir partagé. Merci à toi pour l'invitation. J'ai hâte de faire cet épisode. Pour nos auditeurs, pour présenter un petit peu tout ça, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait un épisode avec Tom Ducrot, qui est un ami à moi, qui est athlète. Et en plein épisode, il m'a parlé de son préparateur mental, qui est toi, Oui. Nicolas Lecoq. Et il a parlé un peu de tout le travail cognitif que vous faisiez. C'est quelque chose que je ne connaissais pas forcément. Ça m'a touché à un point qui a fait que je t'ai appelé juste après, enfin le lendemain du pod. Oui. Et on a commencé à travailler ensemble. Donc voilà, préparateur mental, préparateur cognitif. Comment tu te présentes un petit peu aux gens autour de toi? J'utilise le terme de préparation mentale dans un premier temps. Et effectivement, je vais dire que je travaille sur 2 parties. La partie développement des habiletés mentales, confiance en soi, contrôle du stress, etc. Les habiletés mentales classiques. Et ce qu'on appelle l'entraînement cognitif, où là, on va travailler la performance du cerveau sur tout ce qui va être prise d'infos, vitesse de traitement de l'info, prise de décision, concentration, etc., etc. Donc, je dis globalement préparateur mental. Cette dimension cognitive, elle n'est pas beaucoup disponible sur le marché, entre guillemets. C'est-à-dire que, on en reviendra, de toute façon, on va y revenir après, mais il y a beaucoup de prépa mentale. Il y en a même un peu trop, des fois, pas forcément des bons aussi, on y reviendra aussi. Mais cette dimension cognitive, elle n'est pas partout. Toi, c'est comment que c'est arrivé un petit peu la dimension cognitive, un petit peu? Tout a été assez naturel, en fait. Je suis avant tout un passionné. Et donc, en fait, quand j'ai développé l'aspect préparation mentale, il y a des personnes, tout simplement, qui vont se dire je fais de la préparation physique, je fais de la préparation mentale, je travaille un peu aussi la tactique, et qui vont aller chercher différents skills. Moi, je me suis dit, je veux travailler la préparation mentale, mais je veux tout maîtriser de ce qui se passe au niveau du cerveau. Okay. Et je savais finalement que quand tu regardes des matchs, parfois, à la 75e, il y a le petit contrôle que tu vas commencer à rater, etc. Pourtant, le geste, tu l'as fait 300 fois, même peut-être 300 000 fois, et tu sais le faire. Mais tu le rates à ce moment-là. Donc, il y a des choses qui se passent au niveau du cerveau, et c'est pas non plus uniquement la confiance. C'est pas je manque de confiance dans le dernier quart d'heure ou quoi que ce soit. Donc, c'était au final cette petite batterie cognitive-là, c'est une erreur qu'on peut appeler de concentration, et on parle de ça au final. Il y a beaucoup de thèmes où on dit erreur de concentration ou quoi que ce soit. J'ai voulu savoir ce que c'était. Vraiment, et donc du coup je me suis formé aussi à la partie entraînement cognitif pour tout maîtriser au niveau du cerveau. Hyper intéressant. Franchement, la réponse, elle est incroyable. Quali de ouf, j'aime trop ce que tu proposes. Justement, on va parler de la prépa mentale en général, du travail que tu mets en place avec tes athlètes, mais on va commencer sur ta personne, toi, Nicolas Lecoq. Comment tu as commencé? C'est-à-dire qu'un beau jour, est-ce que tu t'es levé, tu t'es dit, j'ai envie d'être prépa mentale, aider les athlètes? Comment ça s'est fait un petit peu le process jusqu'à maintenant? Ouais, si c'est maintenant, je te dirais que
de par mon chemin, de par ce côté un peu destin, j'en suis arrivé là et que je devais arriver là. Et qu'en fait, c'est tellement un métier passion que je pouvais que me retrouver ici. Et tu vois, il y a quelques petites anecdotes qui démarrent dès mon parcours quand je suis à l'école. À l'école, j'étais souvent la personne qui allait voir le petit garçon ou la petite fille qui était tout seul ou toute seule dans la cour et qui allait demander comment ça allait, etc., allait intégrer. Moi, j'ai toujours parlé à tout le monde, j'ai toujours été à l'aise là-dessus. Hyper intéressant. Donc du coup, finalement, l'humain, les personnes, les manières dont elles se comportent, ça déjà, c'est un premier intérêt. Et puis après, il y a eu le côté sport où j'ai été, malgré le fait d'avoir été baigné dans le foot et d'avoir beaucoup pratiqué le foot, il y avait ce côté, quand il y avait le Tour de France, j'avais envie d'aller faire du vélo après le Tour de France, parce que ça m'avait porté sur le côté émotionnel. Il y avait Roland-Garros. Après Roland-Garros, je prends une licence de tennis et j'allais taper des tennis avec des potes, parce que je me disais, ça y est, c'est bon, je veux m'y mettre. Et donc en fait, le côté émotionnel, à chaque fois, en plus de côté intérêt de la personne, c'est ça qui m'a intéressé. C'est ça qui m'a intéressé. Et dans le parcours, après mon bac, j'ai fait STAPS. J'ai suivi un peu le parcours de mon frère, de mon grand frère, qui lui est préparateur physique. Donc lui était sur la prépa physique. Et comme il avait fait STAPS, en fait, il y avait aussi le grand frère qui est un modèle. Et du coup, tu as aussi envie d'aller chercher. Tu es dans le sport, tu vas fac de sport. Et pendant ce parcours, pendant ce processus, là, tu t'intéresses et tu commences à entendre parler aussi de mental, tout ça. Tu vois que rien n'est développé. Du coup, tu lis beaucoup, tu observes beaucoup. Et je suis arrivé à ce processus après la fac ou après la licence TAPS, entraînement sportif. J'ai fait pareil, pour l'anecdote. J'ai une licence TAPS, entraînement sportif et tout. Il y a des cours aussi de psychologie, de voilà. ça, mais c'est pas... Il y avait un tout petit peu justement, il y avait un tout petit peu de psy, il y avait un tout petit peu de choses sur la prépa mentale, mais moi je fais mon stage en L3, je fais mon stage au Stade Malherbe-Caen, et donc des personnes qui m'ont accueilli encore aujourd'hui, et quelqu'un comme Jeff Perron, Jean-François Perron, qui a été ultra important sur l'accueil et tout ce que j'ai pu recevoir pour pouvoir justement aller poser des questions à Caen, c'était incroyable. Et parfois je demandais un peu cette fameuse question, est-ce qu'il y a des choses qui font la différence au haut niveau ? Tu es en stage d'observation, donc tu poses des questions. Et il y a beaucoup de choses qui revenaient sur le mental. Et du coup, j'ai dit, moi, j'aimerais bien parler avec le prépa mental du club. Et on m'a dit, il n'y en a pas, en fait. Du coup, après la licence, je me suis forcément intéressé à ce qui se passait. Et au niveau des masters, on était encore énormément sur de la théorie, des tests, des expériences, etc. Et moi, j'avais vraiment envie d'aller chercher de la pratique. Vraiment envie d'aller chercher de la pratique. Je suis quelqu'un de terrain. Et donc, du coup, j'ai fait un diplôme universitaire pour avoir justement des skills, mais de la pratique. Et donc j'ai fait tout ce qui est imagerie mentale, j'ai commencé à pratiquer pas mal de choses, des choses sur le discours interne, sur les différentes méthodes de relax. Je me suis formé aussi en privé à côté, des week-ends de formation avec des personnes qui avaient le double de mon âge, etc., où justement j'ai pu me confronter les méthodes de relaxation, l'auto-hypnose, les préférences motrices et cérébrales, etc. Et donc je suis allé chercher un maximum de compétences. Et en même temps que je me formais au niveau des diplômes, j'ai voulu aller travailler dans du sport co, proposer mes services totalement gratuits au départ. En même temps que tu te formais, quoi. Absolument, pour pouvoir tout de suite pratiquer ce que j'apprenais. Je voulais le pratiquer tout de suite en individuel, en collectif, auprès de groupes féminins aussi, dans des stages, dans des tournois. C'est pour ça que je parle de camp, parce que je les ai accompagnés à un tournoi avec un joueur avec lequel tu évolues aujourd'hui. Jason dédicace. Et du coup, en fait, j'ai voulu absolument, au-delà de me former, pratiquer. Et c'est comme ça que je me suis lancé. Donc tout a été naturel au final. Magnifique, franchement. Il y a plein de choses que je ne savais pas dans ton parcours et c'est hyper intéressant. Qu'est-ce que la prépa mentale pour toi ? La question, paf, direct. Ouais, si je dois faire simple et que je reprends une définition un peu bateau, mais en tout cas qui me parle, c'est le potentiel d'un athlète ou de quelqu'un finalement, d'une personne comme une autre, moins les interférences finalement. Et en fait, la préparation mentale, ça va être réduire les interférences pour exploiter pleinement son potentiel. Et les interférences, c'est quoi ? En fait, c'est dans ma vie quotidienne, avant un match, pendant un match, après un match, c'est du stress, c'est des pensées, c'est des scénarios que je me fais, c'est des erreurs de concentration,
je vais pas assez vite à prendre l'information, je mets trop de temps à prendre des décisions. Bah, en fait, c'est réduire toutes ces interférences-là, les interférences mentales et cognitives, pour exploiter pleinement son potentiel. Incroyable. Et justement, pour que les gens comprennent, est-ce que tu travailles qu'avec des athlètes, donc sur de l'optimisation de la performance, ou tu as aussi des personnes qui ont des jobs classiques, on va dire. Voilà, comment tu te positionnes par rapport à ça? Oui, maintenant, je me suis développé. Alors, j'aime beaucoup le sport. J'adore ça et j'adore être au quotidien avec les sportifs. Je me suis développé aussi avec les étudiants, les personnes qui passent des concours, aussi forcément en entreprise. On se développe aussi beaucoup. Finalement, la pression qu'on retrouve dans le sport, on la retrouve en entreprise, on la retrouve dans nos vies de tous les jours. Je la retrouve aussi en tant qu'auto-entrepreneur. Finalement, donc, je travaille dans différents domaines. 80%, c'est des sportifs et des sportives. Hyper intéressant. Moi, j'ai une question sur... C'est une question, enfin, je me dis, elle est difficile, mais qu'est-ce que tu vas dire à une personne qui n'y croit pas du tout? Pourquoi je te dis ça? Parce que il y en a beaucoup, que ce soit des... J'ai déjà eu le discours d'agents ou d'entraîneurs, personnes aussi de l'ancienne école peut-être, qui n'y croient pas du tout à cet aspect mental-là. Toi, qu'est-ce que tu leur réponds? Je suis sûr que ça t'est déjà arrivé, que tu as été challengé. Qu'est-ce que tu réponds à ça, toi? Oui, si je dois te répondre du tac au tac, je vais dire faites un entretien d'1 heure et puis on verra si tes croyances elles évoluent. Tout simplement en fait. Ouais. C'est-à-dire que il y a des croyances qu'on a sur la préparation mentale, elles sont totalement justifiées. En fait, c'est-à-dire c'est parce que nous aussi, je dis nous parce que je me considère aussi là-dedans dans cette confrérie aussi de préparateurs mentaux. On a parfois trop vendu la préparation mentale. Moi, je dis que je suis pas un bon vendeur de la préparation mentale, mais au moins je suis honnête. C'est-à-dire que le mental qui fait la différence, transformer votre vie en 90 jours avec la prépa mentale, etc. aussi, c'est des discours qui ne nous ont pas aidés, qui ne nous aident pas à nous développer. Voilà. Et puis parfois des choses un peu clichés de la prépa mentale qu'on voit dans les pratiques, mais qu'on voit aussi dans les explications. Positif, tout positif, pensée positive, etc. C'est les clichés, les idées reçues qu'on a sur la préparation mentale qui ne nous aident pas. Donc du coup, je dis au départ, quelqu'un qui n'y croit pas de souci. Pas de souci, on fait un entretien. Et puis à la fin, si tu n'y crois toujours pas, j'ai aucun problème avec ça. Moi, il y a des choses auxquelles je ne crois pas et on ne me fera sûrement pas changer d'avis. Par contre, je suis ouvert au débat. Donc voilà un peu comment je peux rétorquer à ce type de question. C'est top. Et justement, une question aussi qu'on pourrait te poser, c'est comment tu quantifies les résultats et la progression d'un athlète, tu vois? C'est-à-dire que, tu vois, sur l'aspect athlétique, vitesse ou endurance, tu as des GPS, tu vois quand un joueur est plus rapide, quand il est plus endurant dans ses matchs, etc. Sur l'aspect mental et cognitif, est-ce que tu as des moyens de quantifier tout ça? Moi, je suis jugé à la perf, au final. Et c'est ça qui me fait vibrer. C'est le retour de l'athlète, en fait. Tu performes, on a quelque chose, on a identifié quelque chose qui joue sur ta performance, que ce soit à l'entraînement, en compétition, dans les différentes saisons que tu as effectuées jusqu'à maintenant ou dans ton développement. Cette chose-là, c'est un blocage pour toi. On travaille. Et demain, c'est plus un blocage, c'est un point fort. J'ai fait mon job, en fait. Moi, c'est le retour des gens. C'est ça qui fait que je sais si je fais du bon boulot ou pas du bon boulot. C'est pas de dire j'ai appliqué une méthode qui a fonctionné selon les études sur 1500 personnes, etc. dans tel pays ou tel championnat. Non, c'est demain on bosse, tu as tel besoin ou parfois, on le redira, mais tu as des axes qui sont déjà des points forts. Tu travailles encore plus dessus, ça devient vraiment une arme pour toi dans ton jeu. Ça veut dire que j'ai fait mon job en fait. Et c'est ça qui m'intéresse avant tout, le retour, le feedback des athlètes. Hyper intéressant. On a parlé un peu de tes débuts, la licence TAPS. Au début, tu commençais limite de façon bénévole. Maintenant, on parle quand même de quelqu'un qui travaille avec énormément de joueurs sur plein de pays, différents sports. Explique-nous un petit peu quel genre d'athlète tu as, dans quel pays ils évoluent, quel genre de sport tu as, ta situation un petit peu maintenant. Comment ça se passe? Oui, maintenant je suis totalement sur la prépa mentale, déjà, et l'entraînement cognitif. 100% et tu Donc, vis de ça, etc. 100%, je vis de ça. Donc ça, c'est un kiff, déjà. Comme je dis, la passion, quand tu vis de ta passion, c'est un kiff énorme. Je travaille donc dans les sports. Il va y avoir MMA, sport de combat, football, beaucoup qui est énormément représenté, le hand aussi, le rugby. J'ai travaillé dans le basket, j'ai travaillé dans le water polo, je travaille dans le hockey, je travaille dans le patinage. Donc j'ai pas mal de champs différents, pas mal de disciplines différentes. Et les athlètes, maintenant, c'est dans le monde entier, en fait. J'ai des footballeurs au Qatar, au Danemark, à Chypre, en République tchèque,
en France, j'ai des athlètes partout finalement, dans le monde entier. Et c'est un kiff. Encore une fois, ça c'est un kiff. Et la question un peu bateau, mais comment tu fais pour les aider? Il y a des sports que peut-être dans un premier temps tu connaissais pas forcément, je sais pas, le patinage, moi je connais pas du tout. Je me dis, il y a des sports peut-être que tu as même peut-être jamais regardé un match. Comment tu fais potentiellement pour les aider? Est-ce que c'est la même chose au final ou il y a un process où tu dois te renseigner sur le sport, etc., tu vois? Je me suis forcément documenté sur le sport, mais du coup parfois il faut en faire un avantage et rester, comme je le disais, sur ce qu'on sait faire. Et donc au final, moi, ma discipline tout simplement, c'est la prépa mentale, c'est l'entraînement cognitif. Pour pouvoir tout adapter, forcément, je m'intéresse au sport, parce que parfois, dans un sport même, typiquement le football, travailler sur le plan cognitif avec un gardien, un défenseur, central ou latéral, un milieu de terrain en fonction de son profil, un numéro 9, on ne va pas travailler de la même manière. Donc tout est individualisé, tout est personnalisé. Et ça, encore une fois, il faut s'intéresser aussi au sport, à la discipline, au retour, au feedback des athlètes. Donc du coup, je me suis forcément intéressé à tous les sports. Et après, il y a une appétence pour certains sports que j'ai déjà pratiqués forcément. Super. Comme j'ai dit, tu as énormément d'athlètes. Je pense qu'il y a des belles histoires. Parle-nous un petit peu des premiers, potentiellement des premiers athlètes qui t'ont fait confiance ou des athlètes avec qui, je sais pas, il y a un travail conséquent, il y a forcément des anecdotes. Je vois qu'il y en a que tu suis depuis très longtemps, donc parle-nous un petit peu sélectionne un peu l'un d'entre eux ou l'une d'entre eux. C'est difficile parce que tu n'as pas envie d'en oublier non, mais par exemple, dans ces moments-là. Quel est le premier Mais... qui t'a fait confiance ou quelque chose comme ça, tu vois. Mais bien sûr, dans les personnes avec qui j'ai débuté, Thibaut Brié, forcément que je suis obligé de citer, handballeur où on a démarré, il était sur sa première année finalement pro, terminé centre de formation pro à Nantes en tant que handballeur. Et maintenant, à l'heure actuelle, quelques années plus tard, 5-6 ans plus tard, c'est handballeur de l'équipe de France. Et c'est un kiff au quotidien. Il y a des personnes, il y a des athlètes pour beaucoup. Tu le sais parce que tu sais comment je fonctionne. C'est sur l'ADA aussi là-dessus, mais en fait, c'est une histoire de famille. C'est une histoire de famille. C'est une famille que j'ai créée. C'est dans les valeurs, dans ce que je suis. Il y a des athlètes, c'est une vérité, c'est le cœur qui parle. C'est la famille. En fait, c'est la famille. Et je ressens avec eux, je suis le professionnel, mais je ressens avec eux le quotidien. C'est pas uniquement je travaille, je ressens le quotidien. Je ressens les défaites, je ressens les victoires, je ressens la progression, je ressens tout. On se pousse l'un et l'autre au niveau des athlètes. Je m'impose la même chose que je leur impose à eux, etc., que je vous impose à tous. Thibaut Brié m'a fait confiance très rapidement. Des joueurs comme Nassim Innocenti aussi, qui joue aujourd'hui en République tchèque, à Jablonec. Ça fait partie des joueurs que je suis depuis très longtemps, depuis très très longtemps. Et c'est un régal. C'est un kiff de voir l'évolution au fur et à mesure. Ouais, c'est vraiment top. Magnifique. Donc là, tu as dit un handballeur, un footballeur. Et dans les joueurs récents, Tom, ça arrive à quel moment? Tom Ducrot. Est-ce que c'est plus récent que justement ces joueurs-là? Tom, il y a eu 2 périodes. Tom, il y a eu une petite période à Lens. Okay. À Lens, sur le moment où il faut que ça passe. Et du coup, les débuts professionnels aussi. Et puis après, il y a eu la saison où justement sur l'été, il me recontacte, me dire écoute Nico, j'ai envie de passer à nouveau un cap, j'ai envie d'aller chercher quelque chose sur la saison, etc. Et du coup, on a bossé, parce que ça aussi, c'est très libre. J'ai des gars avec qui je bosse sur 5 ans au final et on n'a jamais arrêté. Des gars qui arrêtent, qui viennent reprendre, etc. C'est libre, c'est comme la vie, les besoins de la vie, ils évoluent. Et du coup, il faut aussi que je sois capable de pouvoir m'adapter à tout ça, quoi. Et justement, je vais rebondir, mais tu as une très grande adaptabilité, ça se dit comme ça, il me semble. Moi, j'en suis témoin, parce qu'on a commencé à bosser ensemble cette saison. Moi, ce qui s'est passé pour mon cas, c'est que j'avais déjà un prépa mental sur l'aspect psychologie, développement personnel, avec qui on avait fait un gros travail. Mais Tom m'avait vraiment donné envie de bosser avec toi sur l'aspect vraiment cognitif en tant que milieu de terrain. Tu vois, tu as envie de réfléchir plus vite, de prendre des décisions plus rapidement, etc. Donc, entre guillemets, je t'ai donné un cadre et tu es arrivé et tu t'es adapté. Et sur le travail que tu m'as amené, je suis satisfait, c'est pour ça que je continue de travailler avec toi. Moi, une des choses qui m'a fait vraiment beaucoup progresser, c'est le switch, tu vois. Mais je pense qu'au final, en travaillant avec toi, je pense que tu arrives à déterminer les angles de travail avec chaque athlète et de t'adapter. Donc, parle-nous un petit peu de cette façon que tu as de s'adapter à tout, en fait. C'est-à-dire à la fréquence, à l'athlète, etc. Tu vois.
Comme je disais, je veux que le travail soit individualisé, personnalisé, avant tout. Donc, déjà, je suis sincère, voilà. Donc, ce serait plus simple pour moi de proposer des forfaits, tu vois. Proposer des forfaits à dire tu dois t'engager sur 6 mois à raison de tant de séances, etc. Ça ne correspond pas à ma DA, ça ne correspond pas à ma volonté et à mon travail, à ce que j'ai envie de faire. Et au final, moi, on débute quand on doit débuter, on s'arrête quand on doit s'arrêter. En fait, je me donne sur chaque séance. Sur chaque séance, j'ai la pression comme un joueur qui, sur chaque match, finalement, a quelque chose à aller chercher. Moi, le gars qui n'est pas content demain, après-demain, il peut me dégager. Mais ça me pousse à aller chercher. Et donc, en fait, on va se donner. Je ne sais pas non plus, en termes de fréquence, finalement, comment on va travailler. Par contre, si, il y a quand même des grandes thématiques. Je ne travaille pas sur plus de 2 séances par mois parce que pour moi, il faut favoriser une autonomie. Les joueurs, vous n'avez pas besoin du préparateur mental. C'est vous utilisez des outils et après, on adapte, on corrige et on va chercher à step up à chaque fois. Mais tout est encore une fois adaptable. J'ai, en fonction de mes moyens, certains footballeurs, certaines divisions, moi j'ai beaucoup envie de travailler avec toi, mais je ne vais pas pouvoir suivre comme avec d'autres joueurs, etc., comme ce qu'ils peuvent investir. C'est pas grave. Moi, il me faut un profil d'un gars qui est motivé et qui a envie de bosser. À partir du moment où ces conditions-là, elles sont réunies, ça va matcher. Et donc, il faut avoir la capacité à s'adapter, parce que si on veut travailler avec différentes personnalités, chaque personnalité est différente, et donc il faut pouvoir proposer un travail de qualité à tout le monde. C'est top. En plus, comme on l'a dit, tu fais un magnifique travail, donc tu es recommandé à droite à gauche. Il y a de plus en plus d'athlètes qui te font confiance. Est-ce que tu acceptes tout le monde ou il y a un moment donné, tu peux pas en faire plus que les heures que tu as dans ta journée, tu vois? Je te dirais qu'à l'heure actuelle, j'ai la chance de pouvoir sélectionner. Je dis que c'est une chance, parce que malgré tout, ça l'est, oui. J'ai eu le parti au départ de dire je contacte des personnes, et ces premières personnes qui vont travailler avec moi, une fois que je commence à travailler avec des personnes, je ne contacte plus personne. C'est-à-dire que ces premiers athlètes qui me font confiance, je me donne à 100%, c'est pas moi, c'est eux derrière qui vont faire le job du bouche à oreille. J'ai fonctionné que comme ça. Et au final, ça prend plus de temps, ça c'est sûr, que de mettre un réel sur Insta, de le sponsor et dire transformez votre vie en 90 jours, ça c'est sûr, ça met plus de temps. Par contre, en termes de qualité sur les retours, maintenant que ce soit des joueurs, que ce soit des agents entre eux, que ce soit finalement différentes personnes du milieu du sport, quand tu es recommandé, il n'y a pas mieux en fait. C'est-à-dire qu'on ne recommande pas parce qu'on t'a vu ou pas. Non, on connaît ton travail. Et du coup, on parle de ton travail. Donc du coup, ça c'est une vraie chance. Et maintenant, du coup, ouais, je sélectionne les profils des joueurs avec lesquels je bosse. Magnifique, c'est ton travail qui est mis en valeur, donc c'est top. Tu as dit que tu ressentais les choses avec les athlètes. Je t'ai vu pas mal voyager, des fois aller dans d'autres pays pour les voir jouer, etc. Dormir chez les joueurs, faire des parties de Mario Kart, etc. Raconte-nous un petit peu les anecdotes. Et je pense que c'est pas tous les prépas mentales qui font ça. Donc raconte-nous un petit peu cette facette-là de ton travail. C'est la famille. C'est ma vision des choses. Cette simplicité. Parfois, l'âge aussi que j'ai, je pense, je dirais pas comme ça, mais je suis encore quand même assez jeune. Au final, il y a pas une barrière de l'âge qui est créée où tout de suite, forcément, on se dit, ok, c'est un prépa mental, mais voilà, il y a tout de suite cette barrière qui est créée. Moi, j'aime bien cette proximité, j'aime bien la good vibe, j'aime bien la vanne, j'aime bien tout ça. Et ce qui fait que parfois, oui, quand je voyage dans d'autres pays pour aller voir les athlètes, parce que j'adore ça aussi, être, comme je le disais, sur le terrain, l'observation et tout ça. Je dis je, mais on, avec ma femme, j'ai la chance aussi d'avoir des personnes dans mon parcours, et notamment ma femme qui est exceptionnelle, et sans elle, je pense que quand on dit je vis de la prépa mentale, etc., j'en serais pas là aujourd'hui, j'en suis même sûr. C'est bien de mettre l'accent dessus. Ouais, c'est ultra important parce que elle vient avec moi. Elle vient avec moi. Et on s'est retrouvés quand j'avais encore 2 jobs à l'époque. On parlait de Thibaut à Nantes. Je me suis retrouvé à faire des matchs le samedi soir à 20h30. Le match termine à 22h, 22h15 à Nantes. À reprendre la route pour être au boulot à 7h15. Tu as 6 heures de route. Tu rentres, il est 4-5 heures. Et ta femme, elle roule avec toi. Et elle accepte et elle vit avec toi. Et tu vois, elle est assise à côté de toi pendant le match et elle kiffe. Et les athlètes demandent des nouvelles aussi.
Donc en fait, j'ai réussi à vraiment créer ce côté famille. Et donc oui, je vais chez eux, je vis avec eux, je leur mets de temps en temps des tôles à la console, parce que ça fait partie du truc et qu'il faut bien leur montrer un peu de temps en temps que t'es le meilleur quand même. Mais non, blague à part, ouais, je vis avec eux et c'est un kiff. C'est comme ça que moi, je vois mon taf, j'ai envie de kiffer chaque jour. Incroyable. C'est bien de mettre l'accent un peu sur les sacrifices qu'il faut faire pour réussir dans sa passion, tu vois. Parce que c'est pas du jour au lendemain que tu as vu tous les athlètes qui te recommandent de partout, etc. Il y a eu des phases où il y a 2 jobs, des fois 3 jobs, il y a des gens qui t'aident, et sans eux, c'est pas possible. Donc c'est hyper intéressant. C'est la même chose que dans le sport et dans les guests qu'on présente aux auditeurs, c'est la même chose au final. Quand tu as une passion, il y a forcément des sacrifices et des moments plus difficiles en vrai. Donc magnifique de mettre l'accent là-dessus, pardon. Tu as beaucoup parlé de Thibaut, il a une question pour toi. Il a une question pour toi. Oh là là. Je vais te mettre la vidéo. Sa question, elle me régale. Alors attends, je te le mets là, avec le son. Voilà. Nicolas Lecoq, pour ton podcast, je vais te demander, est-ce que tu penses que tu es le meilleur prépa mental de France? Et si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi et quand? Et bonne interview, bon enregistrement. Déjà avant que tu répondes, moi il me régale parce que je le connais pas. Je lui ai envoyé un message sur Insta, il prend la vidéo, il y a un mec qui baille derrière, tu vois, il est simple. Il m'a régalé en 20 secondes, tu vois. Donc avant de répondre à la question, tu nous as déjà parlé de lui, mais parle-nous un peu de lui et ensuite réponds à la question. Ouais, c'est une très belle relation parce que quand on dit on crée des choses, on crée des liens avec les athlètes. En l'occurrence, on a créé des liens. Je vais chez lui. On a évolué. Il a beaucoup œuvré pour parler de mon travail et de ce que j'ai fait. Il a toujours été preneur de tout sur les outils. Il a été un très bon exemple de ce que j'étais capable de faire sur la prépa mentale. Donc c'est top et on essaye toujours de se pousser et d'être ambitieux. Donc sa petite question piège. Est-ce que tu es le meilleur? Si on fait l'objectif, on est là et c'est pas de faire de la langue de bois, concrètement. Ouais, je considère que je suis le meilleur, tout simplement. Ça peut être, notamment en France, c'est pas du tout une critique, mais c'est ce que je pense et c'est l'expérience que j'ai, en tout cas avec moi, ma vision. Ça peut paraître prétentieux, mais c'est une vérité. Il y a des moods à l'étranger où quand on dit je suis le meilleur et je veux être le meilleur, on dit j'adore ça. J'adore ça. Et en fait, je travaille avec comme je le disais, je m'impose à moi-même ce que j'impose aux athlètes. Les athlètes ont tous envie d'être les meilleurs. Je fais la même chose. Je me lève prépa mentale, je vis prépa mentale, je dors prépa mentale, c'est mon quotidien, c'est ma passion. Bien sûr que je suis le meilleur. Et du coup, il dit, tu vois, je vais même aller en rajouter pour remettre des couches. Et comme ça, si des personnes aiment critiquer, comme ça, ils vont pouvoir critiquer encore plus. Tu leur donnes de la simplement, j'adore ça. Meilleur prépa mentale en France, parce que jusqu'à maintenant, j'avais travaillé qu'en France. Mais là, je suis en train de me développer à l'étranger et on va aller chercher encore plus, tout simplement. Donc, ouais, c'est pas de la comparaison par rapport aux autres ou dire les autres sont comme ça. Attention, je fais bien le distinguo. Les autres sont pas bons. Non, je parle de moi, de ce que je connais de moi. Et ouais, je suis le meilleur, je veux être le meilleur. Tu m'as régalé. J'adore. Comme tu le sais, en plus, je suis parti aux États-Unis. Tu parlais un peu des cultures à l'étranger. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai pris de là-bas, tu vois. Je vais pas reparler de mon histoire, etc. Là, on est là pour toi, pour la prépa mentale. Mais quand je pars aux États-Unis, je suis dans un mood où j'ai plus confiance en mon football. J'y vais pour me relancer humainement et sportivement. Et je vois ce mindset un peu qu'ils ont là-bas, tu vois, de confiance, d'être sûr de soi, de travailler, tu vois. Parce que la confiance, elle vient du travail, en vrai. Ouais. Tu vois, si tu dis que tu es le meilleur, c'est pas pour que ça rentre en vidéo, c'est parce que tu sais que tu travailles plus que les autres et tu sais ce que tu apportes aux gens, tu vois. Et je trouve ça magnifique et je te rejoins à 100%. Et à mon échelle, moi, j'ai la même mentalité, donc c'est pour ça qu'on travaille ensemble et on est bien, tu vois. C'est exactement ça. Tu sais, dans la vie, il y a les gens qui parlent et il y a les gens qui font. À partir du moment où tu fais, tu te donnes aussi le droit de pouvoir parler. Et ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir de l'ambition quand même dans sa vie. 100%. Donc, et je pense que ce que tu dis là, des athlètes, ça va même pas leur... Ça va, ok, top. Mais par contre, les personnes qui sont un peu loin de ce mood un peu sport, etc., culture US, etc., haut niveau dans le sport,
Ouais. Là, ils vont prendre une claque, tu vois. Le Mais petit prétentieux. ça me régale, Le ça. petit prétentieux. Ça me régale. Mais en soi, encore une fois, comme je dis, c'est pas tacler sur les autres, c'est parler de moi. Et ouais, je me donne les moyens, en tout cas, pour pouvoir dire ce genre de choses. Magnifique. J'ai une deuxième surprise pour toi. On a parlé des athlètes avec qui tu travailles. Il y en a un qui évolue à Guingamp, avec qui tu travailles depuis pas mal de temps. Oh, Qui a une petite question pour toi. C'est une question que j'avais prévue en plus pour toi. Donc oh là 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 là. c'est parfait. Non, il a joué simple, mais il y a une petite. Exceptionnel. Nicolas, j'espère que tu vas. Salut Nicolas, j'espère que tu vas bien. La question que j'ai à te poser, c'est comment est-ce que tu prépares tes séances en fonction des athlètes avec qui tu vas bosser. Voilà. Et ensuite, j'ai une petite question, anecdote, on va dire. Est-ce que tu as d'autres athlètes avec qui tu travailles qui activent le mode vision périphérique au volant? Voilà, ciao. Tu vois, mais déjà, avant que tu répondes, bah, pareil, tu le présenteras, etc. Mais je trouve ça incroyable de voir tous ces athlètes, les relations qu'ils ont avec toi. Tu vois, des mecs différents et tout. Là, il y en a eu que 2, mais je vois, moi, via les réseaux. De toute façon, j'ai parlé avec Tom. Je connais d'autres personnes qui travaillent avec toi. Ils sont tous. Enfin, genre, ils aiment trop travailler avec toi. Il y a une bonne vibe, donc c'est top, tu vois. Ça met forcément en valeur le travail que tu fais et ce que tu leur apportes, tu vois. Donc, qui c'est cette personne-là, Amine? Et parle-nous un peu du travail que tu fais avec lui. Ensuite, réponds à la question. Amine Emia, le maestro de l'en avant Guingamp. En ce moment, il est blessé, là. Il est croisé, donc grosse pensée pour lui. Il va revenir, et il va revenir très fort. Il va revenir encore plus fort. Il va falloir se préparer à ça, parce que c'est un top mec. Et en plus d'être un top mec, c'est un top joueur. Donc, il va revenir très fort. Ouais, un gars génial avec qui, de par le bouche à oreille, on commence à travailler quand il joue à Chartres. Quand il joue à Chartres National en N2. N2. En N2, sous Jean-Pierre Papin, avec Jean-Pierre Papin en tant que coach. C'était le chouchou du coach. De toute façon, c'est le chouchou de tous ses coachs. Il a une personnalité pour être le chouchou des coachs. Mais un ultra gros travailleur, sincèrement, et un top gars que j'ai accompagné forcément. Donc Chartres, après Martigues, Guingamp, et sans cesse à vouloir travailler. Donc c'est les top gars. Comment je prépare déjà, comme je disais, je suis dans le quotidien. Donc j'aime bien avoir des retours, des infos, etc. entre les séances, de savoir comment ça va, comment ça s'est passé, etc. Tu vois, j'aime bien te dire, je suis tellement impliqué qu'il y a des joueurs, notamment un joueur comme Amine, je sais très bien, même dans l'intonation qu'il va avoir dans un message vocal ou sur un message texte, en fonction d'émoticônes, pas émoticônes, etc., le mood dans lequel il est quand il écrit, tu vois. Donc, c'est s'intéresser à la personne, et je les prépare, où en fait, je sais qu'en fonction du moment de la saison, du nombre de matchs qu'il y a dans la semaine, de ce qu'on a travaillé jusqu'à maintenant, ce sur quoi je veux insister, et puis peut-être que le dernier match, j'ai observé un comportement où j'ai vu quelque chose, et du coup, je vais vouloir agir là-dessus tout de suite. Donc, je prépare les séances en fonction d'énormément de données que je peux avoir, que ce soit le travail qu'on a fait, mais aussi ce qu'il y a des derniers matchs là-dessus. Et sur l'anecdote, je vais la raconter. C'est vrai que on travaille le côté. Il parle de vision périphérique, c'est ça? Absolument. Il y a l'aspect vision centrale sur notre vision, et l'aspect vision périphérique. Je regarde droit et je vois ce qui se passe sur les côtés. Et en fait, on travaille cette fameuse vision périphérique. Et justement, il avait l'anecdote à me dire qu'il s'en rendait compte finalement de ce travail-là au quotidien, finalement sur le terrain, mais aussi en dehors du quotidien, parce que parfois sur les feux en voiture ou les panneaux, etc., il disait que même en regardant tout droit, il voyait les panneaux sur les côtés, tu vois, et qu'il n'avait plus besoin de prendre les infos et qu'il voyait en vision périphérique. J'ai pas mal d'anecdotes là-dessus, où il y en a certains qui me disent maintenant au feu rouge, quand il passe au vert, je le vois encore plus vite quand ça passe au vert, etc. Et c'est des choses sur lesquelles ouais, on aime bien se marrer, quoi. Incroyable. Là, on est sur les anecdotes. Il y a une anecdote qu'on a sur une de nos séances, avant de passer à la suite. En fait, on était sur un exercice où il y avait pas mal de choses en même temps. Je devais dire les couleurs, lever ma main, mettre mon pied, parce que, enfin, un truc de fou, tu vois, il y avait pas mal de missions à droite, à gauche. Et bon, moi, je dis avec un coéquipier à moi. Et en plus, je te dis avant l'exercice, je te dis, je sens qu'il va arriver, là, je le sens qu'il s'agite. Il va venir me déranger dans la séance, tu vois. Et on fait l'exercice, qui dure, je crois, 5-6 minutes. Il y a un mec qui toque à la porte.
Donc j'ouvre, je savais pourquoi il venait. Il voulait une clé. Je lui donne une clé, je ferme la porte, je reviens, j'enchaîne avec la séance. Et ensuite, tu as l'autre qui me demande mon chargeur et tout. Et moi, je le calcule pas parce que je suis focus. Et de toute façon, on va faire un exercice juste après où on montre un petit peu ton travail. Mais tu demandes énormément de choses. C'est-à-dire qu'il y a t'annoncer des couleurs, mettre les pieds sur des couleurs, lever la main, etc. Donc, il faut être full concentration. Donc, et lui, il me tapait comme ça. Donc, c'était marrant. L'anecdote, elle est marrante. Je me souviens très bien. Et voilà, avant de passer à la suite, est-ce que tu as une autre anecdote un peu de séance avec un joueur, etc. Je crois qu'il y en a qui a des enfants, etc. Tu m'en avais parlé. Il y a déjà des anecdotes avec des gars qui sont avec les enfants derrière et les enfants qui font les exercices en même temps. Et du coup, c'est relou parce que ça crie, parce que tu connais sur certains exercices, quand tu as des choses où rouge est écrit en jaune et que du coup, tu dois dire jaune et que tu as les enfants derrière qui crient, etc. Il y a des anecdotes comme ça. J'ai eu des fous rires. J'ai eu des fous rires en séance. J'ai eu des fous rires en séance à pleurer de rire avec des gars où tu te laisses embarquer dans le truc et tu voulais et au final tu bosses mais dans la bonne humeur et ouais, tu partages des moments de fou, des anecdotes là comme ça. Oui, il y a celle-là, il y en aurait des tonnes. En fait, il y en a des tonnes. Incroyable. On a parlé un peu du travail que tu fais, mais j'ai trouvé ça intéressant de faire de montrer de manière visuelle. Ouais. On l'a fait un peu dans le podcast avec quelques expériences avec notamment les DJ, de montrer un peu aux gens un exercice que tu fais. Donc on va y aller, je vais clapper. Et avant de commencer, tu vas nous expliquer maintenant. Tu vas nous expliquer un peu qu'est-ce qu'on va faire. Et ensuite, je vais le faire. C'est un exercice que j'ai fait une fois. Donc voilà, quel genre d'exercice on va faire. Ouais, là, c'est un exercice un peu. C'est juste derrière. Un peu simple et un peu fil rouge de ce qui peut se faire sur l'entraînement cognitif et qui va travailler plusieurs processus finalement, tu vois. Il va y avoir de la vitesse de traitement de l'info, forcément. Il y a de la prise de décision dans l'exercice. Il y a de la coordination en humain, il y a de la coordination en pied. Et c'est un exercice que j'aime bien faire, qui est un fil rouge avec les athlètes, où j'aime bien donner les scores. Et tu vois, un footballeur, je vais dire, tu vois, dans le hand, ils font 10 de plus que toi, tu vois, t'es un peu à la ramasse, etc. Et donc forcément, c'est good vibes entre tout le monde et on rigole bien. Et c'est un exercice qui est assez intéressant. Tu me mets la pression là, direct. Mais avant de passer à l'exercice, j'ai une question là qui m'est venue et je trouve ça hyper intéressant. C'est que tu fais des séances en présentiel et à distance. Tu vois, moi je suis à Chypre, Tom il est en Corse, il y a des joueurs en République tchèque. Comment c'est d'adapter? Est-ce que tu as beaucoup de séances en présentiel ou beaucoup plus à distance? Comment ça se passe? J'ai beaucoup plus de séances en distanciel, même si je dirais qu'à l'heure actuelle, c'est en train de se rééquilibrer. On est sur du 60-40 finalement maintenant. Mais j'ai tout adapté. Je parle jamais de mes méthodes de travail, de ma méthodologie, de ce qu'il y a, parce que ça c'est moi, et ça je le garderai toujours. Magnifique. Parce que je l'ai fait pour moi, je me suis tout créé finalement, toute ma méthodologie, tous les exercices. Et du coup, j'ai tout adapté pour qu'on puisse travailler aussi qualitativement en visio aussi. Et il y a des gars qui sont en capacité de dire ouais, la séance elle était ultra fun, c'était cool et tout en face à face, mais qui me disent aussi, tu sais qu'en visio, j'ai des séances qui sont parfois plus dures, Nico. Et je dis, je suis pas étonné. Il y a quelques joueurs qui disent que je fais transpirer le cerveau. Et il y en a qui sont témoins, ils ont fait des siestes après les séances parce qu'ils étaient KO. Et pourtant, on est en distanciel. Ouais, il faut être capable d'adapter les outils pour être qualitatif. Distanciel pour être distanciel et pour parler pendant 1 heure sans rien faire. Encore une fois, ce serait pas moi. J'ai pas dit que c'était pas quali. C'est pas moi. Il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait du fun. Il faut qu'on ait du concret, quoi. De toute façon, moi, après nos séances, c'est soit sieste, soit je vais manger, mais il n'y a rien de trop compliqué. Hein. Et c'est du distanciel, mais des fois, tu es debout, des fois, tu dois faire des mouvements, tu es quand même physiquement, des fois, tu dois faire des choses. Oui. Donc voilà, hyper intéressant. On passe à l'expérience et hâte de vous présenter ça. On est de retour, petite expérience. On a envie de montrer un petit peu de manière visuelle le travail de Nicolas Lecoq. Avant de commencer, explique-nous un petit peu ce qu'on va faire, Nico. Ouais. L'objectif, là-dessus, c'est du matériel où il n'y a jamais besoin qu'il y ait finalement de taper dessus ou quoi que ce soit. C'est des capteurs de mouvement. Okay, donc toi, forcément, tu connais. Ça va faire 3, 2, 1, le programme démarre et tu dois passer le plus de fois possible ta main ou forcément ta jambe devant le 5 rouge, chiffre 5 rouge, tout en sachant qu'autour, il y a autre chose que le 5 rouge, et à chaque fois, il faut retrouver le 5 rouge. C'est 1 minute, et donc, moi, ça me permet d'observer déjà sur ce type d'exercice parfois,
les équilibres et potentiels déséquilibres, comment tu fais ta prise d'infos, est-ce que tu fais de bas en haut ou de haut en bas, est-ce que parfois finalement je suis un peu raide au niveau jambe gauche, etc. Est-ce que sur les orientations du corps on a certaines choses, on peut déjà avec ce type d'exercice aller observer pas mal de choses. Ok ? Nico, j'ai une petite question pour toi. Oui. Quand tu expliques les consignes, tu expliques ça rapidement et paf, ça commence. Est-ce que c'est une volonté de toi de mettre l'athlète directement dans le... Bien sûr, parce qu'en fait, tout de suite, tu vas commencer à créer des processus pour essayer de faire en sorte de t'adapter. D'accord ? Et finalement, de déjà avoir une forme d'habitude. Okay. Mais parfois, je dois m'adapter sur le moment dans mon sport. Ok ? La passe, le circuit de passe, j'ai beau le faire 500 fois, finalement, quand je suis en match, je vais avoir le 501e exemple et du coup, je n'étais pas préparé à ça. Donc, il faut être capable de s'adapter assez rapidement. Et donc, c'est pour ça que je balance l'exo. Incroyable, c'est parti. 5 rouges. Oui, ça fait 3. 3, 2, 1, et c'est parti. Ah, il est là, l'enfoiré. Yes. Ah, il est là. Oui, Ah, c'est une dinguerie. c'est ça qui est bon. Je l'ai fait une fois pour les auditeurs. C'est pas un truc. Allez, ok, encore. Bien joué. Ah, il est là. On est à la moitié. Bien joué. Oh, là, il m'a fait un duo en haut. C'est là où ça commence à puiser. En général, là, ça puise. C'est puise de intéressant. ouf. 15 secondes. 15 secondes. Bien joué. Encore. Va chercher 10 secondes. Oh, il est à l'aise. Oh, j'aime bien. Il a confiance. Oh, c'est beau. Ok. Ouf, c'est physique, je suis cuit. Ok. Dinguerie. Ok. Bon alors, Top. le score, est-ce que je suis dans les meilleurs? 77. Ça va? 77, on est pas mal. Hein. J'avais fait combien 77, la on première est... fois? Bon, je sais pas si je me rappelle. On est pas mal. On est dans ces eaux-là. Ok. Là, on est dans les eaux de ce que tu as été en capacité de faire au début. Les scores sont toujours, encore une fois, les stats, c'est bien, mais c'est à pondérer. C'est pour se mettre du challenge, mais c'est à pondérer. Ça dépend de mon état de stress, de mon niveau de fatigue. Ça dépend de beaucoup de choses aussi. Ça dépend du programme qui est à chaque fois aléatoire aussi. Est-ce que je vais plus en avoir en haut du corps, ou du coup ça peut aller vite, c'est très dynamique, ou bas du corps. Donc du coup, forcément, il y a énormément de choses qui comptent, mais il y a des top scores qui se rapprochent de 98-100, tu vois. Ouais. Un petit Aurel Mangala, dédicace, un petit Matiscal, tu vois. Il y a Frère de des... Corentin qui est un ami à moi. ouais. Absolument. Il y a des mecs qui aussi, forcément, qui ont l'habitude aussi maintenant depuis des années d'utiliser le matériel et tout. Donc on s'envoie des top Ça, scores. c'est un exercice et on se chambre. en présentiel, ça, cet exercice-là. Absolument. Mais à distance, il y a des exercices un peu similaires qu'on fait, toi et moi, ensemble. Exactement, on est obligé d'adapter, on n'a pas le matos, mais on est obligé d'adapter pour pouvoir travailler de la même manière sur de la coordination œil-main, et on va y ajouter une prise d'info, œil gauche, on va y ajouter des choses. Ouais, même Incroyable. Avant de repasser au podcast, je l'ai fait qu'une fois, cet exercice-là. Quand on l'avait fait, tu sais, quand t'es footballeur, on dit toujours, et tu m'as dit, non, ça te sert à quoi, en fait, d'être comme ça, là? Exactement. Et en fait, je me suis rendu compte, mais ça sert à rien, en fait. Rien du tout. Concentration, Rien du tout. Parce que quand on se dit, on est en mouvement, ça veut dire, en fait, on met le corps en mouvement. Non, en fait, je suis activé là-haut, je sais, et quand tu vas me donner la consigne, là, ça part. J'ai pas besoin d'être déjà en mouvement parce qu'au final, je vais fatiguer à faire ce genre de choses. Et dans l'exercice, si tu le fais, t'es vite cramé. Donc du coup, au bout d'un moment, tu commences à te dire, bon, mollo, et en fait, je vais juste aller vite. Et c'est mon cerveau qui va commander le fait d'aller vite. 100%. Je vais clapper, on va retourner au podcast. Retour de l'expérience, j'espère que ça vous a plu. Pour ceux qui nous écoutent en format audio, faut aller sur YouTube. Désolé si vous êtes en voiture et que vous avez dû switcher. Nico, petit retour sur l'expérience. Tu disais là en off que ce genre d'exercice, au final, tu utilises les mêmes instruments, entre guillemets, mais tu changes le programme. Au lieu que ce soit le 5 rouge, ça va être le 6 bleu. Donc tu es constamment en train de changer, quoi, c'est ça? Absolument. Pour ceux qui étaient en voiture sur le podcast, ça vaut vraiment le coup d'aller te voir. C'est impressionnant. Franchement, à vitesse réelle, c'est impressionnant. Il régale. Oui, ce qui est intéressant dans l'entraînement cognitif, effectivement, l'une des données finalement fondamentales, c'est la capacité à s'adapter de l'athlète. Et donc, du coup, on doit le retrouver, ça, dans les exercices.
Je prends l'exemple et je dis, le programme, on le fait 10 fois d'affilée, 10 fois le même, tu vas augmenter ton score. Mhm. Et donc moi, je vais te dire, bah tiens, regarde, t'as vu, grâce au travail, tu augmentes ton score. En fait, ton cerveau, il va pas plus vite. Je suis un voleur. Ça veut juste dire qu'en fait, t'as fait 10 fois l'exo et qu'au bout de la troisième fois, l'exercice, le cerveau, il s'est dit, ouais, bah c'est bon, j'ai capté, en fait. Donc du coup, l'intérêt, c'est aussi de mettre des variantes, des choses qui correspondent à ce qui va se passer sur le terrain en termes de posture, de prise d'infos et tout ça, pour qu'il y ait un vrai intérêt terrain et que ce ne soit pas juste des exercices ludiques mais qui ne me servent pas dans ma pratique. Il faut qu'il y ait un transfert. Magnifique. Il me reste quelques questions avant la fin du podcast. Je voulais savoir, pour toi, bon, j'ai une petite idée de ta réponse, mais est-ce que c'est primordial d'avoir un préparateur mental pour un athlète de haut niveau, de très haut niveau? Alors, C'est une question piège un peu. Hein. demain, maintenant, dans le sport de haut niveau, un athlète qui est bon physiquement et qui a envie de performer encore plus, D'optimiser la il performance. travaille avec un préparateur physique. Bah donc s'il veut performer, il travaille la prépa mentale de la même manière. C'est ça, c'est-à-dire Tout que simplement. ce que tu me dis, c'est qu'en gros, s'il veut optimiser sa performance, il a tout intérêt à le faire, quoi. C'est Oui. pas primordial ou pas. Exactement. Le mental se travaille comme l'aspect physique. Et je sais pas si c'est dans les questions en tout cas, mais ça permet de le dire maintenant. Du coup, on n'attend pas forcément d'être à 6 mois de la fin de mon contrat, où je sors d'une saison ultra galère, etc., pour pouvoir travailler la prépa mentale. Maintenant, de plus en plus, en fait, j'ai des gars qui me contactent, qui me disent j'ai entendu parler du travail, etc., je performe. En fait, j'ai envie de performer encore plus. Et donc, je veux voir ce que ça va m'apporter. Des gars qui vont dire moi, j'ai confiance en moi, donc c'est pas la peine. Je vais dire moi aussi, j'ai confiance en moi et je continue à l'améliorer pourtant. Donc, il y a le côté j'ai confiance en moi, mais je veux aller chercher encore. Je suis déjà endurant, mais je vais aller travailler la prépa physique. La prépa mentale s'entraîne de la même manière. Mais ce n'est pas l'outil magique qui fait tout sur la performance ou je ne sais quoi. Bah, tu vois, tu as raison, c'était une question que j'allais te poser. Est-ce qu'on est obligé de commencer la PM, la préparation mentale, dans un moment de difficulté, tu vois? On l'a eu beaucoup, en tout cas au départ de ma pratique. Moi, je l'ai vu. Au départ de ma pratique, c'était beaucoup le cas. En effet, je suis en centre de formation. J'ai eu mon entretien de mi-saison. Il me reste 6 mois, ça va être compliqué. Il faut aller chercher. Et donc, c'est des défis. On va chercher. Moi j'adore ça, tu vois. J'ai 4 mois et j'ai envie de taper mon nouveau record personnel là-dessus sur un semi-marathon, un marathon. On y va, let's go. J'aime bien. Mais de plus en plus, il y a déjà des athlètes qui performent. Je joue déjà en Ligue 1 dans mon pays, mais j'ai envie de performer encore plus. Et donc, je travaille la préparation mentale. Je pense qu'on tendra vers ça. Ouais. Bah, moi, pour expliquer un petit peu comment ça s'est passé de mon côté, j'ai eu un essai qui était important pour moi, c'était une échéance. Et j'ai pas été pris, j'étais vraiment down mentalement. Et c'est là que j'ai commencé à travailler avec Mathieu, qui est Ouais. mon premier préparateur mental. Et en fait, à partir du moment où tu es satisfait de ce qu'il t'apporte, quand ça va mieux, tu te dis, bah, let's go, aller chercher de l'optimisation, en fait, c'est ça. Exactement. Ça marche beaucoup comme ça, je trouve. Ouais. Bah, Tom, tu sais un peu ce que tu disais, il était à Lens, tu as commencé à bosser avec lui. Ouais, Et dans un second temps, bah, là, quand il est vraiment, ok, je veux aller chercher plus, exactement. C'est exactement ça. super intéressant. Et vraiment, ouais, de plus en plus, les athlètes se disent assez rapidement, j'ai envie d'aller chercher de la performance. Même parfois, il me reste 5 ans de carrière et j'ai jamais vraiment travaillé sur ces processus-là. Je veux aller chercher encore, j'ai encore de l'ambition. Et bah, de plus en plus, il y en a qui arrivent vers la PM, vers l'entraînement cognitif. Incroyable. La santé mentale dans le sport en général, t'en penses quoi? Il y a eu un documentaire là avec l'équipe de France 98, on en a parlé. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, Je sais ce que tu vas me dire, c'est pour ça que tu rigoles. je trouve ça très très bien. Je trouve ça très très bien, ce sujet de santé mentale. Il faut faire aussi attention à peut-être trop parler aussi de santé mentale, que ça ne se renverse pas de l'autre côté. Ce que je trouve, moi, bien, c'est des joueurs qui témoignent aussi, qui sont encore en activité. Voilà, pour être honnête. De dire, oui, je joue autant de matchs dans la saison, et c'est très compliqué en termes de communication, encore une fois, parce qu'on va dire, il est footballeur, il a de la chance, ou il est athlète, il joue dans, finalement, athlète de haut niveau, c'est exactement ça. Il a de la chance, il ne devrait pas se plaindre, etc. Donc du coup, peu d'athlètes osent parler quand ils sont en activité,
Et du coup, maintenant, à l'heure actuelle, il y en a beaucoup qui parlent quand ils sont en fin d'activité. Et ils ont fait parfois d'énormes carrières. Et dire, à ce moment-là, c'était dur, et voilà, et ci et ça. Donc, ça commence à inspirer, et c'est bien, mais c'est dit après la carrière. Donc, ça fait du buzz, mais après la carrière. Le dire aussi quand il y a des personnes qui sont encore dans leur carrière, je trouve que c'est aussi intéressant. Il y a tous les joueurs, à un moment, c'est dur parce que j'ai été mis sur le banc, parce qu'il y a un changement de direction sportive et on compte plus sur moi. Et du coup, ça devient très compliqué. Et du coup, parfois, je rentre chez moi et je sens que même au niveau de ma famille, ça m'impacte, etc. En fait, c'est être humain. Et parler de santé mentale, c'est aussi parler de dire, oui, j'ai des moments où, parfois, avant un match, je pense plus que d'autres. Et j'ai des pensées qui sont un peu moins vers la performance que d'autres fois. Que des joueurs en activité parlent, et parlent de santé mentale, je trouve ça ultra intéressant. Peut-être, j'essaie de réagir et me mettre dans leur peau, entre guillemets. Peut-être que ça peut être aussi. Enfin, ils voient ça comme un aveu de faiblesse, c'est-à-dire que tu fais une interview et que tu dis ouais, je pense des fois, enfin, j'ai des pensées négatives, je me sens mal, etc. dans l'approche des matchs, etc. Peut-être que le dire dans le moment même, peut-être qu'ils vont se dire ah bah par rapport à ma compétition, les joueurs à mon poste, par rapport au club, c'est quoi le message que je renvoie, tu vois. Au lieu de montrer juste ok, je m'entraîne à fond, peut-être qu'ils se disent ok, à la fin de ma carrière, j'en parlerai, mais là, c'est pas le bon moment. C'est exactement ça. Je pense vraiment que c'est ça à l'heure actuelle. Et Qu'est-ce c'est pour t'en ça penses, que du coup tu penses qu'il faudrait le dire, toi ou... il va y avoir des précurseurs. Il y a forcément des gars qui vont en parler, et ça arrive Ça à arrive l'heure en vrai, actuelle. ça arrive. Quand on le voit, il y a plein de personnes qui en Ouais. parlent vraiment. Si on commence à lire les articles, quand tout ça va prendre de l'ampleur, Ouais. vraiment, chaque joueur à un moment aura la liberté de dire ouais, moi du mois d'octobre jusqu'à mi-novembre, ça a été dur. Et ils auront le droit de le dire aussi. Mais c'est juste que certains au départ libèrent la parole plus facilement, et on va y venir. On va y Incroyable. venir. Moi, tu le sais, hein, je regarde beaucoup la NBA, j'adore ça. Il y a un joueur comme ça, on en a parlé dans un autre podcast, c'est Demar DeRozan qui, lui, c'est ce qu'il a fait clairement. Tu vois, il a fait une dépression et il en a parlé. Il a lancé plein de projets sur ça et ça a été le premier vraiment, au-delà du basket, aux États-Unis à en parler de ouf. Donc là-bas, ça se développe peut-être un peu plus vite que chez nous, mais ça va arriver. Donc c'est un sujet hyper intéressant. Prochaine question. Là, c'est des questions un petit peu générales, tu vois. Oui. Comment tu surmontes la peur de l'échec? Tu vois, si un joueur il vient et dit moi c'est ça mon problème, c'est que j'ai peur d'échouer, j'ai peur de ne pas rendre fier le papa, la maman, j'ai peur de ne pas réussir à marquer, tu vois, cette peur de l'échec, qu'est-ce que t'en fais, quoi? Déjà, la première des choses, c'est que je vais forcément lui dire, certains athlètes ont déjà sûrement entendu cette phrase, si t'as pas envie d'échouer, tu bosses pas avec moi déjà. Parce que, comme je dis, je suis prépa mental et je suis aussi énormément observateur. Je regarde des matchs de Ligue des Champions, il y a des mecs qui ratent des choses. Je regarde des matchs, il y a la CAN, j'ai la chance de pouvoir observer des joueurs, ils ratent des choses. Donc, si tu as peur d'échouer, si tu as peur de rater des choses, on va déjà finalement amplifier le phénomène. Et en plus d'avoir peur de rater des choses, tu vas surtout aussi pas utiliser ton potentiel. Quand tu commences à modifier, il y a énormément de coachs qui ont repris des équipes au moment où c'était difficile et qui, dans leur premier discours, disaient aux joueurs que déjà, ils sentaient que maintenant, ils avaient la peur, finalement, dans les transmissions, avec et sans ballon, la peur de faire les choses, et qu'ils allaient reprendre, justement, les bases et dire on fait des erreurs. Et on s'accorde le fait de faire des erreurs. Donc ça, et c'est pour beaucoup, ça fait partie des séances que je fais, ouais. Hyper Ouais. intéressant. C'est une grosse problématique. C'est sûr. Comment tu gères un peu, pour un athlète, le stress en général, déjà, et la venue d'un gros match ou d'une grosse compétition, d'un gros événement, tu vois? Je sais que par exemple, les athlètes, quand tu as un 100 mètres, c'est, je sais pas, une ou deux fois dans l'année, ou un combattant de MMA. Je vais parler de mon histoire, là, j'ai un gros match de couple là, contre une des meilleures équipes de Chypre qui va arriver. Comment tu gères avec ton athlète la venue d'un gros événement et le stress aussi? Ces deux questions-là, c'est pareil. Il y a deux types de stress. Et ça, on en parle aussi très peu. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup du stress physique. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire « Moi, je ne suis pas stressé, parce que je n'ai pas la boule au ventre, ou etc. » Ça fait partie du stress physique. Il y a aussi le stress mental. Avec tout ce qui se fait, les scénarios que je me fais dans la tête, est-ce que ça va bien se passer, est-ce que ça ne se passera pas bien, etc. Et si je rate mon début de match, tout ça, en fait, on va essayer d'aller agir, avoir des outils, des tips concrets sur de la gestion du stress physique et aussi de la gestion du stress mental.
C'est pas, encore une fois, on essaie de sortir des clichés. Ça y est, je stresse, respire. Nickel, cliché de prépa mentale, j'ai fait 2 exercices de respi, je stresse plus. C'est faux, c'est faux. Donc travailler des outils pour la gestion du stress physique et du stress mental aussi, de tout ce qui va se passer dans la tête. Incroyable. Et sur justement la venue d'un événement, d'un gros Ouais. match, comment tu prépares ça? Est-ce que tu prépares, je sais ce que tu vas me dire, mais est-ce que tu prépares ça de manière différente ou qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas mettre en place avec ton athlète? Pardon, on a travaillé des outils où en fait l'objectif c'est que ce soit le même match, en tout cas dans la préparation, que je sois en capacité d'être mentalement dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles je suis d'habitude. C'est si le différentiel il est énorme entre on est premier, je joue les avant-derniers, ou là on joue un match énorme, que là justement dans l'activation il y a un gros différentiel, il est là le problème. Et il est peut-être quand je prépare mon match contre les derniers ou les avant-derniers. Parce que faut demander, j'aime pas parler des autres athlètes ou des athlètes avec lesquels je ne travaille pas. Prendre des exemples en disant lui a fait ça, lui il fait ça, faites comme lui, alors que je ne le connais pas et que je ne travaille pas. Mais les plus grands travaillent de la même manière quand c'est avant-dernier ou quand c'est les premiers. Il y a un gros match qui arrive, si tu prépares bien, et je sais que tu prépares très bien tes matchs, peu importe l'adversaire, en fait la difficulté c'est justement, on va rien révolutionner. Tu vas aller le préparer comme les autres matchs et tu vas tout déchirer, tout simplement. Incroyable. Est-ce que tu as eu des expériences justement où tu as un de tes athlètes qui avait une grosse échéance, tu étais devant ta télé et tout, et ça se passe soit très bien, soit très mal? J'ai déjà eu les deux. La prépa mentale, c'est pas de la magie. Encore une fois, j'ai déjà eu les deux. Et là très récemment, avec un athlète où je peux donner son nom et je suis très content pour lui, à la CAN, un joueur comme Elias Achouri, qui entrait de CAN, on sait ce que c'est, jouer pour le pays, jouer pour sa sélection, c'est quelque chose d'ultra important. Il y a une saveur particulière. Entrer de la CAN, on connaît les premiers matchs, ceux qui connaissent le football, on voit un peu la CAN, c'est pas facile, chaque match est difficile et tu claques un doublé. Et c'est mérité parce que tu travailles depuis des mois, parce que c'est pas toujours simple, et parce que tôt ou tard, tu as ce que tu mérites. Et là, tu as ce que tu mérites dans un match comme ça. Ouais, j'ai crié. J'ai crié. Il y a eu Nantes-PSG au handball récemment. Un joueur qui égalise contre le PSG dans un match ultra serré, premier contre deuxième, qui égalise à la dernière seconde. À la dernière seconde. Et là, tu cries. Là, t'es devant la télé. Avec l'athlète. Tu cries. J'ai célébré comme eux. J'ai fait 4 tours du salon, moi. J'ai kiffé. Dans les matchs, en observation, dans les tribunes, je suis très calme. Devant ma télé, je suis un fou. Mais j'adore ça. Donc j'ai eu ça. J'ai eu la chance de voir des athlètes qui gagnent des finales. Des finales et être en direct là-bas. C'est exceptionnel. Et à côté de ça, ouais, le gars, t'as préparé le match, t'as fait ce qu'il faut. Il prend un jaune à la 15e et à la 30e, il sort blessé. Je pensais aussi à... C'est fou, mais je pense aussi à Tom Ducrot avec qui on a fait un podcast. On sort le réel où il parle de la prépa mentale, où il se calme avec les arbitres. Et le samedi, paf, carton rouge. Tu vois Ouais. Et ça arrive, tu vois. Ça prouve que c'est la réalité de... Il faut arrêter de vendre de la magie. C'est une vérité. Le moment où on a dit athlète, et moi-même j'utilise beaucoup le mot athlète, mais avant tout ce sont des hommes et des femmes aussi. Derrière ce qui se joue, ce sont des hommes et des femmes avec leurs émotions, avec leur manière de se concentrer, de gérer leur stress, d'être eux-mêmes. Et donc du coup, ouais, parfois je faute, et c'est pas parce que je travaille la prépa mentale qu'il se passe plus rien, que je suis robotisé et qu'il n'y a plus rien. Ouais, bah, parfois on a encore des failles, c'est pour ça qu'on bosse. Mais Tom, c'est pareil, c'est un top mec. Et donc parfois il y a des rappels, mais ça n'a en rien entamé le fait que je me dis ah ouais, il fait ça, ah, pourtant il travaille la prépa mentale et tout. Non, on est ensemble. C'est fou. On est ensemble. Magnifique, j'adore. Il me reste 2-3 choses, Nicolas. Les clubs ont des prépas mentales aussi. Toi, tu es en indépendant. C'est quoi ton regard un peu là-dessus? C'est compliqué. Je l'ai vécu. Donc en plus, je parle de ce que j'ai vécu parce que je dis j'ai été chercher de l'expérience. Il y a déjà pour moi une première barrière de relation de confiance avec les athlètes qui est très compliquée et pour moi c'est une base dans le travail.
C'est-à-dire que les athlètes se disent « Ouais, mais c'est le prépa mental du club, donc du staff, donc il échange, donc je ne veux pas que l'entraîneur. » Quand on parlait de santé mentale, je ne veux pas trop dire que ça se passe pas bien, etc. Bah, en fait, là, ça va être la même chose. Du coup, c'est parfois un peu compliqué. Par contre, dans la gestion d'un collectif, tu vois, dans le travail avec du collectif, dans le travail avec des staffs, aussi pour moi, on n'en parle pas du tout, mais travailler aussi auprès des entraîneurs. Les staffs, on parle beaucoup de prépa mentaux qui sont dans les clubs, qui travaillent avec les groupes, qui travaillent avec des staffs aussi. Il y a des entraîneurs qui parlent et qui parleront de la manière dont c'est dur de gérer un groupe, de se faire évincer d'un club, etc. Quand c'est un peu compliqué, qu'on a son vestiaire contre soi, etc. Il y a des choses. Il me semble que dans des grands clubs, il y a des prépas mentaux et des psychologues qui travaillent en lien étroit avec le staff et qui au final travaillent plus avec le staff qu'avec les joueurs, mais ça bénéficie indirectement aux joueurs. Pour moi, c'est l'une des portes d'entrée. Travailler la préparation mentale en club pour pouvoir donner des outils au staff et ensuite avoir toute cette partie aussi cohésion de groupe et oui, parfois, agir sur le joueur, mais le joueur, la relation de confiance, c'est celle que moi j'ai et que les clubs ont du mal à l'heure actuelle, faut jamais dire jamais, mais ont du mal à l'heure actuelle à pouvoir créer. Tu pourrais du coup être amené à travailler avec un club potentiellement dans le futur ou pas du tout? Il faut jamais dire jamais. Mais pour l'instant, tu es bien un peu dans ce Il faut jamais dire jamais. Et je dis pas qu'il n'y a pas déjà eu ou qu'il n'y aura pas des discussions, mais dans quel club je vais aller jouer à Mario Kart? Non, j'ai une relation exceptionnelle et une liberté exceptionnelle. Et à l'heure où on se parle... C'est ça. Les clubs, ça peut mettre une cage un Ouais. petit peu à... Est-ce que c'est la famille, les clubs? Est-ce que tout ça? C'est ça. Ça dépend des clubs, des valeurs, de tout ça. Et j'ai envie de rester moi-même à l'heure actuelle. Je kiffe et j'ai envie de kiffer. Après, ça peut arriver qu'un club te prenne mais et te donne énormément de liberté, tu vois. Ça peut arriver, ne jamais dire jamais. C'est exactement ça. Je sais pas qu'on ressort ce podcast et qu'on dise « bah lui, il faisait marrer, il y a quelques années, il disait qu'il ferait pas, et regarde, aujourd'hui, il est content, il parle qu'il est avec tel club. » Bien sûr, c'est aussi avec un club, si ça se fait un jour, ce sera comme avec chaque athlète. 1, du bouche à oreille, 2, un feeling. Magnifique. Voilà. 2 petites choses avant la conclusion. Il y a eu un document sur Canal+, qui t'a donné une certaine visibilité. Et je ne l'ai pas vu, moi, malheureusement. Mais c'était avec le club de Versailles. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, en fait, je me retrouve, il y a quelques mois, à avoir Lassana Diakaby au téléphone, qui était joueur de Versailles. Et en fait, il me dit bah, écoute, Nico, il y a une série qui se tourne au club Canal, et en fait, ils suivent des joueurs, ils suivent les quotidiens de certains joueurs. Et moi, je leur ai dit bah, la semaine prochaine, il y a sûrement mon prépa mental, on vient travailler. Ils ont été tout de suite, ils se sont dit ouais, c'est intéressant, on va faire une séquence. Donc, je me retrouve à échanger la veille avec les gars de la production pour pouvoir dire voilà, la séance, qu'on a le droit de filmer, pas le droit de filmer, tout ça. On est allé là-bas, ça s'est passé magnifiquement bien, parce qu'on kiffe, encore une fois. J'ai essayé, en tout cas, et je pense qu'on a réussi à casser les codes aussi un peu de la prépa mentale, parce que dans ce documentaire sur la série Le Club, sur le FC Versailles, bah en fait, on parle de... Il vient faire une séance de prépa mentale, je viens faire une séance de prépa mentale, mais ça a bougé, c'était cool, ça vit, et c'est pas, je suis assis sur un canapé, on respire, voix positive, tout va bien, et bingo, ça y est, t'es guéri. Non, on a kiffé, et aussi merci au club de Versailles et aux dirigeants d'avoir pu permettre ça, de diffuser ces images, je pense, et j'ai pas eu de contact avec eux, tu vois, pour être parfaitement honnête, mais les présidents du FC Versailles, merci. C'est incroyable d'avoir eu cette ouverture d'esprit de dire, et on a un joueur, il a travaillé, on accepte que ce soit dans les images, pourtant c'est un intervenant extérieur, ça ne nous regarde pas nous, mais il va être sur les images. C'est exceptionnel. Ils n'ont rien à gagner, eux, le club. C'est exactement ça. Mais l'état d'esprit, exceptionnel. Et pour le coup, c'est des personnes qui bossent très 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 bien et qui se donnent à fond. Malgré les petites polémiques qu'il peut y avoir au FC Versailles, c'est des passionnés. Moi, j'aime les passionnés. Magnifique. Et merci à Lassana aussi d'avoir mis la lumière. Tous. Et du coup, lui, il est sur Versailles. Toi, tu habites dans la région lilloise, on va dire. Donc, des fois, tu interviens en direct avec lui. Ouais. Là, tu t'es déplacé. Ouais. Ou est-ce que tu t'es déplacé spécialement pour le docu et... Je me suis déplacé. Je me déplace... De temps en temps, tu fais des séances en présentiel? Ouais, régulièrement maintenant. Que ce soit à Paris, à Nantes, à Lyon. Maintenant, je me déplace partout. Magnifique. Les gars me sollicitent et Incroyable. go. Incroyable. Avant de passer à la dernière question, Oui. en fait, j'en ai une là qui m'est venue.
sans dire des chiffres, etc., est-ce que c'est le même tarif pour tous les athlètes ou en fonction de... est-ce que c'est un tarif séance? Enfin, est-ce que tu peux nous donner quelques informations sur l'aspect financier, juste au cas où tu as forcément des joueurs qui vont potentiellement être intéressés ou des athlètes, donner une idée, tu vois, globale sur l'aspect financier? En distanciel, ce sera le même tarif. Et pour être parfaitement honnête, que ce soit avec des pros, des mecs qui jouent la Champions League, j'en accompagne, et des gars qui sont en centre de formation, c'est le même tarif. Ok. Ça, encore une fois, faut être au carré avec ce qu'on a envie d'être. Valeur. Je veux proposer le même travail au mec qui joue en Ligue des Champions, du gars qui joue en centre de formation et qui a envie d'aller chercher ses rêves. Donc voilà. Après, par contre, les déplacements, ça n'a rien à voir. Parce que est-ce qu'on se déplace sur 1 jour, 2 jours, ou est-ce qu'on se déplace au Qatar ou à 20 minutes d'ici, à Lens ou à Lille, ça n'a rien à voir. Et du coup, là, forcément, il y a beaucoup de variables. Ouais. Magnifique. Comme ça, ils ont une idée, etc., de comment tu travailles. C'est top. De toute façon, on mettra tes Instagram, tous tes contacts et tout dans la bio. Si des personnes ont envie de te contacter, c'est aussi le but, tu vois, de mettre en lumière la prépa mentale et ton travail en général. Dernière chose, je ne sais pas si tu veux en parler, mais je vais en parler. Et si ça te dérange, on l'enlèvera, mais je sais que ça ne te dérangera pas. Tu as commencé à prendre des cours d'anglais et à te former à cette nouvelle langue. Et tu l'as dit de toute façon juste avant, tu as envie de te développer aussi à l'international. Est-ce que c'est une volonté? Est-ce que tu as commencé à travailler avec des athlètes qui parlent anglais, etc. Parle-nous un peu du futur, comment tu vois les choses, ton développement. Ouais, je parlais de la de la vision du mindset anglais. Je vais prendre l'exemple. Aujourd'hui, je remercie Hensley au cours d'anglais. J'ai la chance, effectivement, de bosser avec Baller Talk. Et toi aussi, tu fais partie des personnes qui m'ont mis en contact. Quand je dis on se fait grandir ensemble, C'est ça. je recommande, ça fait partie des personnes Baller Talk. J'avais parlé anglais, mais dans des cours d'anglais depuis l'école. Mais en fait, tu te rends compte que tu sais pas le parler, que tu n'es pas à l'aise, etc. Avec Hensley, les cours, ça a été exceptionnel. Baller Talk, j'ai kiffé. Et je kiffe encore aujourd'hui, et on bosse encore aujourd'hui, et je compte encore bien bosser. Ouais, je vais pas te faire quelques petites phrases là d'anglais pour impressionner et faire le gars. Je vais rester serein, tranquille en français. Mais lui a fait partie. Et je lui ai dit, l'anecdote, c'est que je lui ai dit, j'avais préparé, je ne parle pas anglais. Et on va encore se savourer et se régaler. Je lui ai dit, à l'heure actuelle, je suis le meilleur prépa mental de France. Et c'est pour ça que Thibaut, je pense, pose cette question, parce que l'anecdote, elle est marrante. Je lui ai dit, je suis le meilleur prépa mental de France, je veux devenir le meilleur prépa mental du monde, et du coup, j'ai besoin de parler anglais. Et je ne parlais pas anglais, mais c'est la seule phrase que j'ai préparée, tu vois, avec du Google Trad, etc. Et maintenant, ouais, ça y est, je me développe. J'ai fait les premières séances avec des joueurs internationaux. J'ai bossé, ça fait 6 mois que je bosse sur les cours, etc. Parfois des cours après les séances, donc de 23h à minuit après la journée de séance à bosser. Parce que quand tu veux être quelqu'un, il faut se donner les moyens, tout simplement. Encore une fois, est-ce que tu parles, est-ce que tu fais? À un moment, il va falloir faire. Et donc, du coup, quand tu veux aller chercher des nouveaux skills, j'aurais placé un mot anglais comme ça, et tu prends des cours d'anglais. Et du coup, c'est comme ça que ça s'est lancé. Et à l'heure actuelle, ouais, du coup, ça se développe à l'international aussi. I can speak English. Et donc, du coup, maintenant, c'est un peu plus facile qu'avant. Tu me régales, Nico. Merci déjà pour le message de Baller Talk. Et bon, pour en parler rapidement, c'est pour ça aussi qu'on a créé ce projet-là avec Hensley. C'est-à-dire que moi, quand je pars aux États-Unis, je ne parle pas du tout anglais. Et je me rends compte de tout ce que ça m'a apporté, en fait. C'est que tu t'ouvres au monde. Et dans tous les projets, je pense que tu as besoin de internationaliser. Ouais. Et ça passe par l'anglais, malheureusement pour nous. Tu vois, nous, c'est le français qu'on parle. Et donc, je pense que dans ton process de développement, parler anglais, c'est hyper important. Et je suis sûr que tu vas pouvoir apporter ta passion et tes skills à des joueurs internationaux. Donc, c'est top. C'est régalade. Merci, Nico, par rapport à ça. Dernière chose, c'est la question que je pose à tout le monde sur le podcast. L'inspiration d'un moment vaut l'expérience d'une vie. Quel est le message un petit peu... tu en as parlé, tu sais, dans tous les sacrifices que tu as fait avec notamment ta compagne, etc. Mais quel est le message que tu as pour des personnes en général ou des athlètes pour réussir dans la vie, entre guillemets, être heureux, réussir par rapport à toi, ton histoire, qu'est-ce qui te touche particulièrement? C'est une question difficile, mais si tu as quelque chose, c'est top.
Il y a des tonnes de choses. Il faut être en capacité de sélectionner. Parce que là, c'est mon taf. Il y a beaucoup de choses. Ouais. Si je dois sélectionner, en fait, j'ai envie de te dire que je dirais aux personnes, parfois d'essayer de mettre de côté le résultat. Ça marche ou ça marche pas. De ne pas parler de ça marche ou ça marche pas. De parler de qu'est-ce que je fais au quotidien pour me donner les moyens. Et éviter de dire, je me suis donné les moyens pendant 4 ou 5 mois et du coup, je mérite quelque chose. Il y a des gars qui galèrent pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans et qui, au bout de la 4e année, ont la récompense du truc et qui vivent la plus belle des saisons de leur carrière. Il y en a trop qui en sont privés parce qu'ils ont bossé, mais peut-être pas assez longtemps. Et ils ont attendu le résultat. Ils sont guidés par le résultat. Je veux la carotte, absolument. Quand elle vient pas, je commence à bosser un tout petit peu moins ou à croire un tout petit peu moins en moi, etc. Bosser sur la durée. Sur la durée. À l'heure actuelle, ça fait 10 ans que je suis dans la prépa mentale. Il y a 9 ans, il n'y a personne qui parlait de moi. Il n'y a personne qui disait rien. Il n'y avait aucun article. Il n'y avait pas de série. Il n'y avait pas de journaliste qui t'appelle pour... Ça n'existait pas. C'est du travail. Et oui, des fois, ça a été dur. Oui, des fois, tu prends des stops. Oui, des fois, tu te remets en question. Et tous les jours, tu te remets en question. Mais ne rien lâcher, pas sur 5 mois, pas sur 6 mois, sur 6 ans, sur 8 ans, maintenir ton travail. En mettant les résultats de côté, là, ça va venir. Là, ça viendra. On a tous des moments compliqués, mais il faut être capable de durer. Et vraiment, là-dessus, c'est travail et régularité sans attendre aucun résultat. Incroyable. Magnifique. Ça me touche ce que tu dis parce que il y a plein de choses. Je peux rebondir sur plein de choses, mais je suis obligé encore une fois de parler de Mathieu, qui est la personne aussi avec qui je travaille sur l'aspect mental. J'ai Ouais. vous deux et je me régale avec vous deux, tu vois. C'est un peu particulier d'ailleurs, mais quand on a commencé à travailler avec Mathieu, c'est exactement ça qu'il m'a dit. Il m'a demandé mes objectifs, ce que j'ai envie de faire, etc. Et après, il m'a dit, ok, très bien, etc. Qu'est-ce que tu mets en place? Tu vois? Genre, qu'est-ce que tu fais pour cet objectif? Et là, je fais, ouais, je commence à, qu'est-ce que je fais? Bah, je sais pas, je m'entraîne, je vais à l'entraînement et tout. En fait, je me suis rendu compte que je mettais rien en place. Bien sûr. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Et donc, du coup, c'est là où tu commences à travailler, tu commences à faire attention à l'alimentation, à mettre des plans sur l'aspect physique, tu prends tes séances de prépa mentale, tu commences à t'étirer, tu ajoutes plein de petits trucs en fait au fur et à mesure. Et c'est du long terme, comme tu l'as dit. Et je te remercie d'avoir mis l'accent là-dessus. C'est pas 1 an, c'est pas 2 ans, c'est même des fois pas 4 ans, des fois c'est 10 ans, tu vois. Et là, même moi, à mon échelle, je commence à avoir des résultats sur des choses que j'ai commencé à travailler depuis 2-3 ans, tu vois. Depuis l'Andorre, tu vois. Exactement. Et ça va continuer. Et ce mood-là du process, tu vois. Et c'est là, moi, j'ai trouvé ça aux États-Unis. Mais en fait, ce que tu dis, c'est le process. C'est tomber ce qu'ils disent les ricains, c'est tomber amoureux au process plutôt qu'à la destination et à la carotte, tu vois. C'est Et prendre du exactement ça. plaisir. Donc c'est magnifique ce que tu dis. C'était important pour moi de faire cet épisode sur la prépa mentale, puisque c'est un sujet qui touche. Moi, ça m'a aidé et ça m'aide au quotidien, comme je l'ai dit, avec toi et Mathieu. Mais au-delà du travail que vous faites, les prépas mentales compétents, que ce soit par exemple toi sur le cognitif, en fait, au-delà des skills que vous nous apportez, rien que le fait d'avoir quelqu'un avec qui parler, mais aussi recevoir... tu sais, toi, des fois, t'es dans la routine, etc., tu prends des coups, etc., et avoir toujours quelqu'un de positif qui te répond à tes audios, tu vois. Peu importe que ce soit positif, négatif, t'as toujours un surplus de positif, tu vois. Tu vois, t'as ta séance dans le mois ou 2, et hop, c'est comme si tu te mettais de la motivation. En tant qu'athlète, on n'a pas trop parlé de la motivation, mais je pense que quelqu'un qui veut réussir, au niveau motivation, souvent ça va, tu vois. C'est plus la confiance, ces choses-là. La motivation, tu l'as parce que tu as envie d'aller chercher tes objectifs. Mais c'est vrai que des fois, tu es enfermé un peu dans tes routines, dans ton quotidien, et d'avoir quelqu'un qui te remet, ok, n'oublie pas, tu as ces objectifs-là, ok, on en est où dans le process, etc. Ça te permet de te développer, donc exceptionnel. On n'a pas parlé de la motivation, c'est vrai, mais oui, t'as tout dit. T'as tout dit par rapport à ça, et c'est à ça qu'on sert. C'est à ça qu'on sert. Entretenir, en fait, aussi. Ouais. Aller chercher. Et tu vois, encore une fois, vraiment, parfois, permettre de se dire, c'est OK, je suis frustré, c'est OK, voilà, tu vois, on parle beaucoup du positif. Des fois, j'essaie de m'éloigner de ça quand même, tu vois. Pourtant, je suis le prépa mental. Mais on parlait de se dire, je prends un carton jaune et je sors blessé au bout d'une demi-heure. C'est pas positif, on voit quel positif dans ça?
Donc moi, je te dis, ouais, bah, vois le positif dans tout ça, squat, c'est un week-end de libre. Mais il va me dire, le gars, mais c'est nul, ton discours, il est nul. Non, c'est parfois, par contre, qu'est-ce qu'on fait de ça, comment on utilise ça, comment on va chercher ça. Et ouais, on joue sur la motivation, quoi. Donc ouais, intéressez-vous à la prépa mentale, aux gens qui sont formés et compétents. Mais oui, il y a plein de choses à aller travailler. Pour finir, moi, c'est vraiment, comme je l'ai dit, le switch qui m'a fait. En fait, des fois, je perdais la balle, etc. J'étais un peu mentalement sur la perte de balle. Et toi, tu m'as dit, en fait, c'est OK, en fait. Genre, te dis pas, n'essaie pas d'oublier que tu as perdu la balle, tu l'as perdue. Et c'est OK, tranquille, tu vois. Et en fait, là, je le vois, c'est vraiment là où j'ai senti que j'ai passé des steps, en tout cas là, en très peu de temps avec toi. On a fait quoi? Peut-être 5-6 mois, tu vois, à peu près. En fait, je le vois par rapport à mes coéquipiers, la capacité que j'ai à switcher, tu vois. C'est-à-dire que quelqu'un perd la balle, je suis comme un robot, c'est-à-dire que je passe à autre chose, tu vois, je suis en mode défenseur. Ou que moi, je perds la balle, ou tu vois ce que je veux te dire. Alors qu'avant, j'avais ce petit temps de réaction, faut partir, il y a contre-attaque, faut courir là, tu vois. Maintenant, hop, je switch. Et c'est des petites choses en fait, mais ça, plus ça, plus ça, c'est de l'optimisation de la performance, tu vois. C'est les athlètes qui expliquent le mieux le boulot, quand je le disais, tu vois, tu termines par ça et c'est toi qui expliques ce qui se passe. Je n'ai pas besoin de l'expliquer, c'est exactement ça et tu as tout dit. Non, c'était top de faire un épisode un peu sur ça. Ça a duré un peu plus longtemps que ce que je pensais, mais j'espère que vous avez plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire, que ce soit sur les réels, sur YouTube, ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions, je sais que Nico il sera à l'affût pour y répondre. On mettra les liens. Des tacles, si vous avez des tacles, si vous avez des tacles, on reçoit, en vrai, ça fait mettez partie des du truc. tacles. Ah oui, bien évidemment. On mettra les liens. Nicolas Lecoq, MPerf, on mettra tout. Vous pourrez le contacter. Maintenant, il est beaucoup demandé, donc je ne sais pas s'il y aurait de réponse. Oui, Non, c'est une personne extraordinaire. Et encore une fois, c'est un plaisir de travailler avec toi et d'avoir mis en lumière ton travail. Merci beaucoup. Merci à toi pour l'invite. Nico. Franchement, régalade. Régalade. Merci beaucoup.